Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de questions d'actu. Des rues, des écoles, des mosquées et même des villes portent aujourd'hui son nom en France, en Algérie, aux États-Unis et même au Moyen-Orient. L'héritage de l'émir Abdelkader rayonne dans plusieurs capitales du monde. Cette semaine, la chaire de l'émir au Centre for Islamic Studies de l'Université d'Oxford a été créée, marque désormais la présence de l'Algérie dans cette grande institution de renom international. De Damas à Ambroise, de Mascara à Paris et jusque dans l'État de l'Iowa aux États-Unis où une ville porte son nom depuis 1846. Le parcours exceptionnel de l'émir transcende les âges et reste une leçon d'humanité et de fraternité. On en parlera avec nos invités et nos consultants. Staffan de Mistura, en tournée régionale, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, relance le processus onusien de règlement de ce conflit avant de présenter ses conclusions, donc toujours au SG de l'ONU en octobre prochain. Objectif réaffirmer ou réactiver plutôt des négociations directes entre les deux parties. Chez nous, l'unité de traitement de Garage Billet en phase finale d'exécution avant donc sa mise en exploitation imminente. Garage Billet, la deuxième mine au monde de fer avec plus de 3,5 milliards de tonnes. Les leaders mondiaux de la sidérurgie observent de près le lancement du géant algérien. Enfin, l'API poursuit sa mue avec un nouveau conseil d'administration installé cette semaine par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement plus représentatifs des secteurs concernés par l'investissement. Il constitue la deuxième transformation visible des mécanismes de l'agence pour l'investissement, après donc le renforcement des prérogatives des agents au niveau des guichets uniques pour le traitement sur place des dossiers d'investissement. Avec nous, et nous avons toujours le plaisir de l'accueillir, Dr Saïd Ayachi, président du CNASPS, j'y arrive. CNASPS. Voilà, c'est bien sûr le comité de soutien, national de soutien au Sahara occidental. Bonsoir. Bonsoir, Madame Merci d'être avec nous. Bonsoir. Nos consultants habituels, Zine Charfaoui, bonsoir. Bonsoir, Samia. Bonsoir et Sam Kadi, bonsoir à vous également. Bonsoir, Samia Bacha. Je vais commencer avec vous, docteur Ayachi. Vous êtes un grand admirateur de l'émir Abdelkader. C'est ce qu'il paraît en tout cas. Et l'émir Abdelkader fut avant tout beaucoup de choses finalement, un bâtisseur d'harmonie entre les peuples, convaincu que la foi véritable s'exprime finalement par la bienveillance et le respect d'autrui. Cette chaire de l'émir Abdelkader va donc faire revivre cet héritage universel. Et puis, il ne s'agit pas que de coopération académique finalement, c'est beaucoup plus que ça, pour l'Algérie en tout cas. Bien sûr, d'abord, et une reconnaissance plus que méritée pour l'émir Abdelkader, si tant est qu'il en avait besoin, mais de la part d'un pays où la culture est un soubassement important de la civilisation anglo-saxonne. L'émir est d'une envergure colossale, universelle. L'émir, bien sûr, a subjugué tant et tant de philosophes, tant et tant de penseurs. Il a été le précurseur du dialogue interconfessionnel. Et bien sûr, chef militaire, homme politique, stratège, soufi, poète, philosophe. Oui. Il a agrégé, j'allais dire, tout ce qu'un honnête homme au sens du XVe siècle pouvait réunir sur une personne. Absolument. Et aujourd'hui, ce qui lui a été rendu comme hommage avec la création de cette chaire à Oxford, vient d'abord, une fois de plus, renforcer son universalité, mais aussi rendre hommage au pays qu'il a vu naître, l'Algérie. Et nous sommes très contents d'avoir vu les plus hautes autorités algériennes, tant politiques que religieuses, se rendre à cette grande cérémonie. Laissez-moi vous dire une chose. Tout le monde connaît le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Le CICR qui est le gardien des conventions de Genève, qui est le dépositaire des gardiens de Genève et qui a un immense siège à Genève parce qu'il n'est formé que de Suisses et c'est une des fiertés des Suisses que d'avoir le CICR et d'avoir été le pays des conventions de Genève. Et dans un grand jardin d'honneur du siège du CICR, il y a deux bustes. Il y a le buste d'Henri Dunant, je reviendrai très rapidement sur Henri Dunant, et le buste de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader tout simplement parce que beaucoup pensent qu'il a été le précurseur du droit international humanitaire.
avec cet accent qu'il a eu en sauvant 15 000 chrétiens à Damas, et de quelle façon, avec panache, etc. Et lorsqu'on voit un émir, le portrait de l'émir que vous avez tous vu avec toutes ces décorations, il les a reçus d'une vingtaine de pays à travers le monde pour cet acte. Lorsque le prélat ecclésiastique du Puch l'avait interrogé, toi, musulman, pourquoi tu fais ça pour défendre les chrétiens? Il a laissé une phrase qui est le soubassement même du droit international humanitaire. ما فعلته هو عقيدتي هو مقتضى من عقيدتي المحمدية واحترام حقوق الإنسانية. Ce que j'ai fait procède de ma conviction mohamédienne et un respect pour les droits de l'humanité. Tout est dit là-dedans. Tout est dit là-dedans. Oui. Et donc, évidemment, on a vu comment il a eu ces échanges épistolaires où il a parlé de la foi. On a vu comment il s'est intéressé, évidemment, après ça a été perverti, il s'est intéressé à la franc-maçonnerie. Il s'est intéressé parce qu'il y avait de telles valeurs, en tout cas édictées, codifiées dans la franc-maçonnerie, qu'il a dit, tiens, ça peut être intéressant. Il s'est intéressé. Après avoir fait une halte à Alexandrie, on a voulu récupérer, il aurait été... Jamais d'émir n'a été franc-maçon. Par contre, il s'est intéressé. Comme il s'est intéressé à la foi chrétienne, comme il s'est intéressé... C'était un érudit aussi. C'est un érudit, bien sûr, mais parce que lui, il est arrivé à une chose. Il part en fait d'une dimension fondamentale de notre religion, l'islam, qui dit que on a reconnu Moussa, on a reconnu Isa, et Mohammed est arrivé. Et donc tous se rejoignent chez le Créateur. Donc c'est uniquement des valeurs partagées. Il était déjà dans le dialogue interconfessionnel et la fraternité religieuse. Et évidemment... Il était précurseur, on peut le dire. Précurseur dans ce... Oui, bien sûr. Bien plus tard sont venus la discussion interreligieuse de Grenade. Et puis, poète extraordinaire, Al-Mawaqif, qu'il a écrit, et puis aussi évidemment un soufi de très haut grade. Je ne voudrais pas m'avancer, mais il était au Qutb au-Routi, c'est-à-dire le plus haut grade ou celui qui vient juste après. Bien sûr, chef de guerre exceptionnel, on l'a vu contre la France, comment il a combattu avec panache. Mais ce n'est pas ça qu'on lui reconnaît à l'international, monsieur. Pardon? À l'international, surtout les grandes puissances. Oui. Lorsque vous avez dit qu'il y a eu même des lettres qui lui ont été envoyés, on l'a gratifié, on l'a remercié justement pour son acte héroïque, parce qu'il s'était même mis en danger lui-même. Mais évidemment pas pour son parcours de résistant, de chef de guerre. Non, mais là on s'est intéressé à l'homme qui pourtant est un musulman, et rappelez-vous, qui a résisté à la France au nom du djihad. Qui avait l'État qu'il avait construit, avait des lois qu'il avait créées, qui avaient été dictées par les Turcs sur la foi islamique, il avait les trucs, etc., mais qui pourtant a défendu les chrétiens. Il faut voir les détails de cette action. Absolument. Il s'est mis avec les gens qu'il a accompagnés en disant à ses co-religionnaires, les musulmans qui voulaient assaillir les chrétiens, leur dire il faut d'abord passer sur mon corps pour que vous puissiez arriver chez les autres. Absolument. Zine, Cherfaoui, cet événement... il fallait qu'on revienne dessus parce qu'il est important. Ce n'est pas juste un événement académique, comme je le disais. Il contribue à faire rayonner et peut-être à rendre plus visible le soft power algérien, la diplomatie académique, la diplomatie d'influence et plus de visibilité aussi pour l'Algérie en tant qu'acteur engagé dans le dialogue et les cultures entre les peuples. Oui, alors la création de la chaire émir Abdelkader à l'université, au centre islamique de l'université d'Oxford est importante d'abord parce qu'elle légitime, il y a une légitimation du récit historique algérien. C'est une reconnaissance à la fois de l'histoire algérienne telle que nous la déclinons, et c'est une reconnaissance aussi du parcours d'un personnage illustre qui est l'émir Abdelkader. Ça d'une part. D'autre part, elle permet de faire évoluer aussi l'image de l'Algérie. Alors, l'Algérie est surtout perçue comme étant une puissance énergétique. Elle est connue pour son expertise en matière de lutte contre le terrorisme. À un moment donné, il y a
une partie de notre histoire qui a joué en notre défaveur. C'était les années 90, la décennie noire, etc. Nous étions décrits comme des gens violents, etc. Et donc aujourd'hui, la création de cette chaire permet aussi de dire que l'Algérie a produit de grands hommes, de grands intellectuels. On a eu Saint-Augustin, on a l'émir Abdelkader, on a aussi celui qui a créé le premier roman de l'histoire, Apulée de Mador. On a eu Juba II, qui est un érudit, qui a épousé la fille de Cléopâtre. Et donc, ces 4000 ans d'histoire qui ont été jalonnés de personnages très importants. Et le fait que l'on met aujourd'hui, créer une chaire à Oxford de l'émir Abdelkader ne suffit pas. Il faut que cette chaire s'inscrive dans la durée, il faut que cette action s'inscrive dans la durée. Alors comment faire vivre cette chaire? C'est à travers des conférences, à travers des rencontres, à travers des échanges, etc. Et c'est de cette manière que l'on peut faire connaître au monde ce qu'est véritablement l'Algérie. L'Algérie, c'est le dialogue interculturel, c'est le dialogue religieux, c'est la pensée philosophique, c'est la pensée politique. C'est le but de la création de cette chaire? C'est le but de cette... Et aujourd'hui, c'est de faire... Il faut l'animer, en fait. Il faut l'animer. Il ne faut pas se contenter de créer cette chaire. Donc, ne vous étonnez pas si demain vous voyez débarquer à Miliana ou à Mascara des étudiants britanniques curieux de savoir où a vécu l'émir, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs pourquoi en Grande-Bretagne? Il y a un lien avec la Grande-Bretagne. La reine Victoria à l'époque avait elle-même adressé, on disait, un courrier à l'émir Abdelkader pour son acte de bravoure. Il y a un lien et il y a une histoire aussi. Il y a un lien avec l'émir Abdelkader de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que son héritage est arrivé jusqu'en Grande-Bretagne. Le docteur Saïd Ayachi en a très bien parlé. Le personnage de l'émir est intéressant en ce sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes. Il séduit par de nombreuses facettes. Alors c'est le chef de guerre, c'est le poète, c'est l'humanitaire. Et donc il est rare de trouver dans l'histoire un personnage capable de concilier autant de facettes, autant de qualités. Mais est-ce qu'on ne cherche pas aujourd'hui sa postérité aussi par le message et les écrits qu'il a laissés, son legs intellectuel parce que nous sommes dans une ère où la conflictualité, les armes parlent à la place de la diplomatie et qu'un legs intellectuel pour la paix, pour le dialogue, pour la fraternité, il est important de le raviver en tout cas. Oui, il est important de le raviver parce qu'aujourd'hui, il y a une tentation de la part de certaines puissances de fouler aux pieds le droit international et de le remplacer par la loi de la jungle. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en convient. Il n'y a pas d'alternative au droit international. Il faut le faire respecter. Et on a beau être pragmatique, mais il est important d'insuffler une éthique à tout ce que l'humain fait. Et je pense que c'est l'un des principaux messages de l'émir Abdelkader. C'est pour ça qu'il convient d'étudier son legs et son héritage intellectuel. Sami Kaïdi, vous voulez nous parler du soft power algérien parce que encore une fois, l'héritage universel, mondial, qui rayonne encore dans plusieurs pays et de l'émir Abdelkader rend visible ce soft power algérien, mais comment, selon vous? Alors tout d'abord, il faut mettre en évidence le fait que notre pays gagne jour après jour en aura. La dernière visite du souverain pontife en Algérie a également permis de mettre en exergue l'héritage ainsi que le parcours de l'émir Abdelkader et de souligner son humanisme, son côté aussi d'érudit au service finalement de son pays tout d'abord, car c'est le fondateur de l'État algérien moderne, mais également de l'humanité. Et ce qui est important, c'est que, vous l'avez évoqué en substance, Samia Bacha, lors de votre introduction, il existe des places de Émir Abdelkader dans le monde entier. À Moscou, où le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors de son dernier déplacement en 2023, avait inauguré la place de l'émir. À Paris,
mais également au Venezuela, à Caracas, en passant par cet État de l'Ohio aux États-Unis qui porte Al-Qaïda City. Oui, je l'ai. Je dis pas. Non, à Paris et à Moscou également. Notamment au Mexique. Donc il y a, en passant par Damas, il y a tout ce rayonnement, et il faut dire que il y a plein de gains aussi pour notre pays. C'est-à-dire que le lancement de cette chaire au Centre des études islamiques d'Oxford, cette prestigieuse université, en parallèle de l'inauguration de la salle de l'Algérie également, permet de renforcer la place de notre pays dans l'espace académique international, de mettre en valeur la production scientifique algérienne, de servir de, comment dirais-je, de jalon supplémentaire à la protection et à la préservation de la mémoire nationale. Cette chaire également est un signe fort concernant, et qui peut être utilisé comme levier pour le renforcement du partenariat algéro-britannique, qui connaît depuis la signature d'un accord en 2021 entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le ministère britannique des Affaires étrangères, une dynamique ascendante, croissante. C'est tout cela qui permet de dire que le soft power algérien gagne en visibilité, connaît une dynamique extrêmement importante. On voit de nombreux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux faire le déplacement, et c'est également la figure de l'émir Abdelkader qui contribue à ce rayonnement algérien. Vous avez aussi abordé avant ce rôle que l'héritage de l'émir Abdelkader peut jouer pour apaiser toutes ces tensions qu'on connaît malheureusement et que traverse le monde malheureusement. Eh bien, le directeur du Centre des études islamiques d'Oxford, donc M. Farhan Nizami, a été très clair. Après s'être réjoui du lancement de cette chaire, il a notifié le fait que la promotion des valeurs de paix et d'humanisme à travers la recherche académique sont l'un des objectifs de cette chaire. Alors, une dernière question, docteur H, vous aurez l'occasion de réagir vraiment rapidement aussi sur cette figure de l'émir Abdelkader qui nous est en partie confisquée, encore une fois, par la France, qui retient encore ses effets personnels, beaucoup de ses écrits, comme si l'ancienne puissance coloniale ne voulait pas nous la restituer, cette figure emblématique. Je crois que, et ce cyclisme, avec votre permission, Madame Samia, je voudrais juste ajouter, mon ami Zine, tout à l'heure, a fait une liste très intéressante de tout ce que cette terre bénie a vu naître. J'ajouterai un autre pour le judaïsme. Il y a le saint numéro 2 qui est enterré à Tlemcen. Oui. Donc Saint-Augustin, Amir, Kounoua, je crois, il s'appelle Kounoua, et beaucoup d'autres. Et donc c'est une terre probablement bénie, oui, mais c'est une terre de résistance. Et je crois que l'esprit de résistance algérien, on l'a vu comment il a été copié ici et là, et dernièrement encore en Iran. Et puis, pourquoi Oxford? Parce que les anglo-saxons, c'est vrai, ils ont toujours été ouverts à ces études islamiques. Parce que l'islam aujourd'hui est diabolisé par une certaine frange occidentale intellectuelle. Parce que tout simplement, c'est la seule religion qui maintenant voit encore des conversions et des ralliements à l'islam. C'est une religion qui croît pendant que les autres diminuent. Et donc, il faut aller vers ces personnalités ressources qui sont capables d'expliquer l'islam. Et qui mieux que l'émir peut expliquer l'islam avec tout son esprit de tolérance, avec ces trucs, etc. Et tout truc. Un mot rapidement, vraiment. Très rapidement, il y a l'ouvrage de Mustafa Sherif, l'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité, qui est extrêmement intéressant et qui revient également sur son rôle dans la coexistence pacifique, dans le dialogue entre les civilisations. Et
dans la droite ligne de M. Ayashi par rapport à la relation qu'avait notamment l'émir avec le monde anglo-saxon. Il faut rappeler qu'il avait été remercié par le président américain de l'époque, Abraham Lincoln, avec un cadeau qui était 2 fusils de la marque Colt, ce qui n'est pas rien. Oui. Oui. Pourquoi l'ouverture de cette chaire est importante? Oxford est une université prestigieuse. C'est un lieu où se fabrique le savoir, pardon. C'est un lieu où se fabrique le savoir. Et aussi le pouvoir. Et le pouvoir, évidemment. Les Algériens, à travers leur personnalité, leurs savants, participent à la fabrication de ce savoir. À l'élaboration de ce savoir, c'est important. Donc, nous contribuons à l'élaboration du savoir international. Et puis moi, je pense, Madame Samia, mais très rapidement, Oui, mais que l'émir est un gisement inépuisable pour tout le truc. Et c'est là que je m'interroge personnellement. Pourquoi pas un institut des études de l'émir Abdelkader en Algérie? D'abord, chez nous, il faudrait qu'il existe un institut spécialité pour l'émir Abdelkader. Oui. Zine Cherfaoui, par rapport à la question de la France, qui ne restitue pas donc... qui ne veut pas restituer les effets personnels de l'émir Abdelkader, c'est comme une partie de cette mémoire qui nous est confisquée, encore une fois. On est encore on peut le dire peut-être sans risque de se tromper, qu'on est encore dans la guerre des mémoires. Et l'affaire ou la restitution des effets de l'émir sont à considérer comme une question de légitimité, de souveraineté historique. Et en séquestrant encore ces effets. C'est ridicule de la part des Français qui croient avoir ces trucs. L'émir est plus grand que cela. La preuve, la Grande-Bretagne vient de le montrer, l'émir appartient à l'universel. Et donc, c'est pas parce que c'est... Nous, pour notre mémoire, pour notre musée, il faudra qu'on nous rende ces trucs-là. Mais l'émir est encore plus grand que ces choses. Absolument. Alors, je le disais, on va parler du Sahara occidental. Staffan de Mistura en tournée, Dr Ayashi, en tournée régionale. C'est la première après une dizaine d'autres similaires post-résolution 2797. Est-ce un nouveau périple diplomatique avec une nouvelle résonance pour ce conflit, ou est-ce que c'est un peu la tradition de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies? D'abord, on peut considérer que c'est peut-être dans l'ordre des choses, puisque de toute façon, il y aura une réunion du Conseil de sécurité fin octobre 2026 qui verra donc le dossier revenir sur la table. Mais plus encore, on s'attendait un peu à ce retour du dossier dans l'actualité après l'accalmie qui vient de se réaliser, et c'est avec bonheur, au Moyen-Orient. Et donc l'administration américaine relance par l'intermédiaire de Mistura, et l'ONU, parce qu'elle reste saisie du dossier. M. de Mistura donc accomplit une tournée de consultation avec les Sahraouis, avec les Algériens, avec d'autres partis. Et je crois qu'après, il voudra probablement, sous l'influence américaine, il voudra encore réunir les partis, d'abord les principaux belligérants, que sont le Front Polisario, le Royaume du Maroc, puis les pays qui sont intéressés par le conflit, qui sont la Mauritanie et l'Algérie, pour un peu aller vers l'application de cette résolution 2797. Il faut s'attendre encore, bien sûr, à des développements, parce que le régime marocain s'arc-boute sur sa position de n'offrir que l'autonomie. Et quelle autonomie? Pendant que les Sahraouis disent il y a quelque chose d'indépassable, d'incontournable, c'est la consultation du peuple sahraoui. Donc il faut un référendum, ce dont ne veulent pas entendre parler les Marocains et leur soutien. Et donc pour le moment, il y a ce mur du droit international qui est dressé par les Sahraouis et leur soutien, et ceux qui respectent le droit international, et puis ceux qui veulent absolument forcer le passage et d'une certaine façon ne pas tenir... Vous dites un mur, Dr Ayashi, mais qui n'est pas très très solide en ce moment, on le sait, hein, avec on disait les tentatives de... Madame Samia. Non mais je suis d'accord avec vous. Juste moi je le dis, vous avez raison d'en parler, c'est très important, parce que ce qui se passe en Iran, sans prendre forcément parti, mais c'est ça. La résistance. Il faut la résistance face à ceux qui veulent porter atteinte au droit international. Le droit international, c'est la légalité. C'est la loi qui régit le droit international. S'il n'y a pas de droit international, c'est la loi de la jungle. Et donc, nous devons rester dans la ligne du droit international. Et les Sahraouis disent ceci.
disent OK, l'autonomie, mais donnez-nous un référendum pour que le peuple sahraoui. Effectivement, ce qu'il Le n'aurait point pas essentiel, permis. il faut que le peuple sahraoui soit consulté. Oui. Il faut qu'il soit consulté. Ce que ne veut pas faire le Maroc ni ses soutiens. On vous octroie l'autonomie. C'est impossible, irrecevable. Surtout après plus de 50 ans de résistance. Bien entendu. Et puis c'est un droit qu'il a reconnu. Et alors, sinon il faut mettre peut-être l'ONU au placard. Alors, justement, pour l'ONU, ce dossier du Sahara occidental, en tout cas la gestion de ce dossier sera déterminante pour la fin du conflit, puisqu'on voit que les Américains pressent un peu tout le monde pour qu'il y ait une solution mutuellement acceptable, c'est ce que dit le médiateur américain. Mais l'ONU, en remettant aussi l'ONU dans l'arène, finalement, l'envoi de Demistura aujourd'hui, qui n'était plus venu depuis quelque temps, et aussi le fait d'affirmer que l'ONU reste saisie de ce dossier, c'est aussi un message, c'est important, en direction du Maroc. L'ONU a parrainé le cessez-le-feu. Mais justement, c'est aussi un message pour les autres territoires non autonomes dont on parle rarement. La gestion de ce dossier du Sahara occidental fera écho dans les autres. Il y en a 17 au total, 17 territoires non autonomes qui sont aussi gérés par les Nations Unies. Celui qui pose le plus de problèmes, alors qu'il est d'une clarté limpide, c'est le dossier du Sahara occidental. Le comité des 24 vient se réunir à Genève, d'ailleurs. Et tous finissent par une conclusion plus ou moins en faveur de la décolonisation, puisque c'est la charte même des Nations Unies qui, dans un chapitre éminent, il y a la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation, c'est-à-dire il faut consulter les peuples coloniaux, c'est-à-dire les peuples colonisés. Il faut les consulter, il faut leur dire qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur destin. C'est indépassable. Et ça, il faudra que le régime marocain, encore que, évidemment, on le comprend, mais ceux qui les soutiennent, il faudrait qu'ils se prononcent. Est-ce qu'il y a un droit international qu'il faut respecter ? Et par conséquent, il faut aller vers une consultation du peuple sahraoui, ou alors il n'y a pas de droit international, mais alors là, ça change toute la donne. Absolument. Et évidemment, et je crois que maintenant, avec ce qui s'est passé, ce qu'on vient de vivre au Moyen-Orient, avec les velléités qu'il y a eu contre le Groenland, avec pas mal de trucs, on se rend compte de l'utilité du droit international. Les Occidentaux eux-mêmes, parmi des pays qui ont soutenu la position marocaine, maintenant revendiquent le droit international. Donc il faudra maintenant, d'une certaine façon, espérer, mais surtout travailler pour qu'il y ait une protection du droit international, une défense du droit international, une application du droit international, parce que c'est la seule ligne qui peut, d'une certaine façon, équilibrer les relations entre les peuples et assurer la paix et la stabilité à travers la planète. Alors, je vais vous poser la question à Zine et Sami. Je le disais, entre-temps, les Américains ont pris la main sur ce dossier. Ils veulent accélérer le processus de règlement. Mossad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique du président Trump, a fermement appelé cette semaine au Forum d'Oslo pour la paix à donc reprendre les négociations, ce qu'a toujours rejeté le Maroc. Évidemment, je parle des négociations directes des deux parties en conflit. Pourquoi le Makhzen, pourtant, je voulais dire, le Makhzen présente la dernière résolution, la 2797, comme lui étant totalement favorable, mais refuse finalement les mécanismes du processus onusien en cours. En totale contradiction. Moi, je dirais que c'est un discours qui est totalement tenu pour enfumer le peuple marocain et lui faire croire une prétendue victoire, alors qu'en réalité, on voit bien que les États-Unis sont extrêmement clairs pour un règlement de cette question selon une base mutuellement acceptable, juste et définitive de ce conflit, que d'ailleurs vous avez parlé de Mossad Boulos, qui est le représentant du président américain sur les questions africaines, arabes et moyen-orientales. Il avait en mai dernier, lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur d'Algérie, Sabri Boukadoum, à Washington, exprimer la gratitude, envers l'Algérie. Voilà, c'est-à-dire la gratification des États-Unis, tout à fait, à l'égard de notre pays pour son rôle actif dans la paix et la sécurité dans la région, et également l'engagement constructif de l'Algérie en faveur d'une solution. Donc, je cite ces propos mutuellement acceptables au conflit du Sahara occidental, comme le reflète la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On verra également que Stéphane de Mistura était à Alger, donc on voit que les Nations Unies sont
toujours saisis du dossier, qu'ils activent dans ce sens, qu'un rapport sera sans doute édicté dans les prochaines semaines. On observe également une volonté aussi claire des sociétés civiles d'aller vers le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il faut rappeler que la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, mais également le comité spécial de décolonisation sont sans équivoque et considèrent le Sahara occidental comme une question de décolonisation. Il y a un autre point non moins important qui est que l'ambassadeur d'Algérie et le représentant de l'Algérie auprès des Nations unies à Genève, donc il s'agit d'Idriss Latresh, il y a quelques jours, enfin hier, en fait. voilà, tout à fait, rappeler l'impérieuse nécessité d'accorder au peuple sahraoui, mais également palestinien, le droit à l'autodétermination et le droit à vivre dans la dignité. Diplomatique, on a vu aussi notre représentant permanent à New York, l'ONU, Voilà. Ahmad Benjama, qui a repris aussi. Il a mis le Maroc face à ces contradictions, et il a rappelé la position immuable de l'Algérie en termes de décolonisation et de droits. Justement, il dit l'Algérie a toujours défendu les peuples opprimés Tout à fait. et les causes justes et ne changera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion contraire à tout ce qui a été fait jusque-là. C'est d'ailleurs même un continuum historique. Je vais vous donner la parole. Oui, allez-y. Oui, alors, puisque vous avez parlé des États-Unis, on va encore en parler un peu. Moi, je suis étonné qu'un pays comme les États-Unis ne soutienne pas le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, surtout lorsqu'on sait que dans l'histoire américaine, la notion d'autodétermination est fondatrice. Jusqu'à un passé très récent avec Wilson, les Américains ont soutenu tous les peuples, le droit des peuples à l'autodétermination. Y compris le peuple algérien. Y compris le peuple algérien. Absolument. Les discours célèbres de Kennedy, du sénateur Kennedy, qui sera par la suite l'un des premiers pays aussi à reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Ça s'est fait pratiquement tout de suite après. C'est vrai. Et donc là, les États-Unis qui un peu renient un fondement important de leur histoire. Donc moi, je voulais le signaler, donc c'était important de le dire. Mais en même temps, il y a cet envoyé personnel Saad Boulos, du président américain qui relance toujours les deux parties, favorise le dialogue, parle d'une solution mutuellement acceptable. Donc il y a cette volonté d'aller dans un processus politique. Oui, alors revenons d'abord à la résolution 2797. Elle ne change pas les fondamentaux du conflit. La seule nouveauté, c'est qu'on introduit le prétendu plan d'autonomie du Maroc. Mais sinon, le droit à l'autodétermination est là, la consultation le Front Polisario comme représentant unique du peuple sahraoui, des choses n'ont pas bougé. Donc au plan du droit international, le Front Polisario est conforté dans sa position. Maintenant, ce qui change, c'est qu'il y a des pressions pour pousser les protagonistes et pour pousser aussi les pays voisins à aller dans le sens d'un compromis qui ferait l'impasse sur le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et le discours de Ammar Benjama à la commission des 24 est important. Non pas par son contenu, parce que la position de l'Algérie n'a pas changé depuis 1975. Nous connaissons la position de l'Algérie, Ammar Benjama l'a rappelé, avec un ton plus véhément. Oui. Mais plus ferme. Ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel intervient la déclaration d'Ammar Benjama. Elle intervient dans un contexte où il y a une volonté de peser sur les uns et les autres Et là, la déclaration devient intéressante. C'est un niet catégorique de l'Algérie. Absolument. Elle ne reniera pas ses valeurs et ses principes. Et nous parlions du droit international et de la nécessité de protéger le droit international parce que c'est un élément important pour la stabilité mondiale. Eh bien, quelles que soient les pressions, d'où qu'elles viennent, l'Algérie ne changera pas. Et ça, c'est très important de le signaler. Mais j'allais rebondir justement sur ce que vous dites. Docteur Ayachi, si notre représentant permanent à l'ONU l'affirme effectivement de manière ferme,
et de cette manière-là, c'est que nous sommes, enfin en tout cas que le conflit est à une étape charnière et que les pays du voisinage doivent aussi rester sur leurs principes de base, les constantes doivent être maintenues. Là, comme l'a rappelé Zine, les fondamentaux n'ont pas changé. La position d'Algérie, d'ailleurs, Ammar Benjama l'a dit à New York, mais notre ministre des Affaires étrangères aussi l'a dit très clairement dans un communiqué après avoir reçu des Mistura, et donc dans une clarté, une franchise. Nous soutenons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la consultation du peuple sahraoui. C'est ça que nous soutenons parce que nous avons, nous-mêmes, nous sommes passés par là, et vous l'avez évoqué tout à l'heure en 1962, mais parce que nous l'avons réclamé, revendiqué pour tous les peuples qui devaient accéder à l'indépendance, en tout cas à choisir librement leur destin. C'est ça la consultation. Je suis de ceux qui pensent que ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est une situation particulière, c'est les administrations qui se relayent, qui se succèdent, et chacune a une certaine connotation. Et si l'administration actuelle a une certaine propension à vouloir peut-être bypasser le droit international, en fait, c'est revenu maintenant. C'est revenu parce que les États-Unis d'Amérique sont un grand pays qui ont une grande responsabilité à l'échelle planétaire. Ils ne peuvent pas ne pas respecter le droit international. Sauf qu'il y a bien sûr des intérêts à côté de ce respect du droit international. Et il y a des pressions. Il y a des pressions sur les uns et sur les autres, pour ne pas le nommer, sur l'Algérie qui nous disent par exemple, allez discuter avec les Marocains. Puis nous n'avons rien à discuter avec les Marocains sur ce sujet-là. C'est le Front Polisario qui discute avec les Marocains. Il y a des pressions sur les Sahraouis pour leur dire acceptez l'autonomie. Des pressions très fortes. Et les Sahraouis disent ça ne fait rien, vous êtes les puissants. Vous voulez qu'on parle de l'autonomie? Proposez-la à travers un référendum. Elle ne peut pas être octroyée directement au peuple sahraoui. Il faut que le peuple sahraoui l'accepte ou ne l'accepte pas à travers une consultation référendaire. Donc toute la problématique aujourd'hui, elle se situe au niveau de ce référendum. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, les Sahraouis disent qu'il faut la consultation du peuple sahraoui, quel que soit X, et les autres disent non, on ne veut pas de référendum, parce qu'en fait, nous avons même dit pas sur à la ce question de plateau, l'autonomie. S'il y a un référendum, c'est quasiment sûr que le Maroc perdrait. Et les Occidentaux disent que si le Maroc perd le référendum, c'est l'effondrement de la monarchie marocaine et on n'en veut pas de cela. Donc il faut trouver, c'est la quadrature du cercle. Mais est-ce qu'on peut sacrifier tout un peuple et son avenir pour pérenniser un régime féodal comme les régimes du Marzen? On a vu que oui, docteur. Oui, ben, eux disent oui. En Palestine, c'est précisément ce qui est en train de nous disons non. Oui. Le problème maintenant se pose comme ça. C'est ça, c'est pour ça que je parle de résistance. Il faut résister à ceux qui veulent violer le droit international et en fait, ils le violent selon le double standard. Ils le violent quand ça les arrange. Mais ils le revendiquent bien. Quand on prend les Occidentaux, les Européens entre autres, ils revendiquent le droit international pour l'Ukraine, ils revendiquent le droit international pour le Groenland, ils revendiquent le droit international pour le détroit d'Ormuz. Là, le droit international est bon à appliquer. Mais quand il s'agit de l'appliquer pour des peuples, et c'est fondamental, il s'agit de la liberté des peuples. Alors là, non. Ils ne sont pas d'accord. Oui. Le Maroc veut octroyer l'autonomie parce que nous avons des intérêts avec le Maroc, parce que c'est un ancien allié du temps de la guerre froide. Alors, on va faire plaisir au Maroc. Non, il ne s'agit pas de faire plaisir au Maroc. Oui. Je vais revenir à vous, Sami. Zine, vous voulez réagir avant? Oui, alors la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et celle de Ammar Benjama, elles sont intéressantes en ce sens aussi qu'elles coupent pratiquement court aux rumeurs selon lesquelles l'Algérie serait prête à négocier sur le dos des Sahraouis, etc. Bon, pour ceux qui ont soutenu ces analyses, eh bien, ils n'ont qu'à les revoir de fond en comble. L'Algérie ne reviendra pas sur ses positions de principe ni sur ses valeurs. Tout à fait. Sami. Alors moi, je dirais que depuis le plan de règlement de 1991, le Maroc ne cesse de gagner du temps et d'utiliser tout plein d'artifices pour éviter d'aller vers l'expression du peuple sahraoui avec l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination via un référendum onusien. D'ailleurs, j'insiste sur le caractère onusien parce que l'ONU est le seul cadre légal légitime pour
pour régler cette question. Et la position de notre pays est extrêmement claire. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Et elle a été d'ailleurs rappelée par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a, lors de sa rencontre avec Di Mistura, souligné l'importance de s'engager dans des négociations sans préalable qui garantissent le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Algérie aussi a rappelé le rôle pivot de la MINURSO et a appelé à traiter ce dossier en tant que question de décolonisation. Oui, oui, allez-y. Il y a un autre cadre, j'ajouterai à ce que vient de dire Samy, c'est l'Union africaine. C'est un problème africain qui doit être résolu par les Africains. Et, que fait l'Union africaine, docteur Yachir? Pardon? Que fait l'Union africaine en ce moment? Justement. D'abord, l'Algérie, dans le droit fil de sa diplomatie, qui a des constantes tout à fait pérennes. Le président Tebboune, en mars 2021, dans le cadre du Conseil Pays Sécurité, a convoqué ses pairs pour leur dire qu'il y a un problème de décolonisation. Il y a un problème de décolonisation en Afrique. C'est le problème du Sahara occidental. Et puis, l'OUA, en 1963, quand elle a été créée, les pères fondateurs ont dit premier objectif, décoloniser l'Afrique. Eh bien, nous y sommes. En plus, maintenant, aujourd'hui, la République arabe sahraoui démocratique est membre fondateur de l'Union africaine. Et je dis bien tous, sans exception, tous les articles de l'acte constitutif de l'Union africaine parlent de décolonisation, parlent de respect des membres, parlent de respect des frontières héritées de l'homme. Et donc, aujourd'hui, l'Union africaine doit, d'une certaine façon, s'y saisir, d'autant plus qu'elle était coparrain de la signature du cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Maroc. Et donc, on peut très bien penser, on peut même réclamer, revendiquer, exiger que l'Union africaine se saisisse du dossier. Alors, il faut, c'est vrai, je comprends votre mot, Madame Samia, parce que il se trouve que notre organisation continentale, en l'occurrence l'Union africaine, est traversée par des courants extra-africains, ceux qui agissent à l'intérieur. Et le Maroc le Maroc est un cheval de Troie à l'intérieur de l'Union africaine. Maintenant, son rêve, c'est de pouvoir expulser la race de l'Union africaine pour un peu arriver à ses fins, bien sûr. Mais non, il faut de la résistance à l'intérieur de l'Union africaine, parce qu'en plus, les textes sont là. Autant les textes sont en faveur d'un référendum dans l'enceinte de l'ONU, autant dans l'enceinte de l'Union africaine, ils sont aussi en faveur de la décolonisation du Sahara occidental. Et donc, il y a là, si j'allais dire la sagesse peut prévaloir, il y a des solutions qui sont tout à fait nettes. C'est le référendum. Il faut consulter les peuples sahraouis. Oui. Et à partir de là, en s'engageant de respecter les résultats, nous irons vers une solution définitive, juste du conflit, en respectant la volonté des peuples. Et juste pour l'ironie de l'époque, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel sommet précisément l'ancien monarque marocain avait plaidé pour l'autodétermination du peuple sahraoui? Mais nous avons toute une liste. D'abord Hassan II à Nairobi. Je parle de Hassan II. Oui, Hassan II à Nairobi. Hassan II à Nairobi, Hassan II a dit, les termes sont connus. Nous ferons le référendum et si les Sahraouis choisissent l'indépendance, je serai le premier pays à ouvrir une ambassade au Sahara occidental. Mais il n'y a pas que lui, il y a divers ministres, il y a au moins, personnellement je détiens une liste qui m'a été communiquée par les Sahraouis d'une quinzaine de noms, tous. Et jusqu'en 1973, les dirigeants marocains revendiquaient l'autodétermination pour le Sahara occidental. Par rapport à l'Espagne donc? Par rapport à l'Espagne, bien sûr, parce que l'Espagne était d'ailleurs interpellée par l'Organisation des Nations Unies pour lui dire qu'il faut organiser le référendum. C'est ça. Et les Marocains étaient d'accord. Une fois que le Maroc a pris les choses ont changé, sous l'influence des pays extra-africains d'ailleurs, dans la France, pour créer de toutes pièces ce problème de colonisation. Mais Samia Pacha, que vous abordez Hassan II, il faut rappeler aux peuples africains que lorsque la République arabe sahraoui démocratique était membre fondatrice de l'Union africaine, le Maroc de Hassan II avait traité l'OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine, de conférence Tam-Tam. Organisation Tam-Tam, oui. Dont il avait claqué la porte à l'époque. Il était parti. Il n'est revenu qu'en 2017. 2017. Voilà. Oui. Donc ça dénote tout le mépris qu'a le Maroc. Il est revenu avec deux objectifs. Soit
cette Union africaine qui, je le répète, dans son axe constitutif est totalement défavorable au Maroc. Il est revenu soit pour faire imploser l'Union africaine de l'intérieur, ils sont experts dans les actions de déstabilisation, soit, comme il est en train de le faire, on le sait, il est en train de travailler avec l'argent des Émiratis pour pouvoir, d'une certaine façon, arriver à pouvoir exclure les Sahraouis de l'Union africaine. Et donc, on ne va pas, j'allais dire, si on suit le Makhzen, on ne va pas vers une solution juste et durable parce qu'encore une fois, il aurait, En d'une fait, c'est certaine une paix façon, impossible, Dr. hypothéquer l'avenir de la monarchie avec ce dossier. Mais ça, c'est leur choix. S'ils ont fait une faute politique, c'est leur choix. Hassan II s'est saisi du dossier et effectivement, il a pu avoir 50 ans de stabilité de son trône, alors qu'il venait juste, avant 75, de subir 2 tentatives de coup d'État majeurs. Bon, maintenant, peut-être ça a payé, c'est fini, il faut aller vers l'essentiel. Quand on parle de ces rencontres entre Sahraouis, que les Marocains ne veulent pas aller à des discussions directes, pourquoi? Figurez-vous que si les Sahraouis et les Marocains se rencontrent, la première des choses qu'il faut discuter, c'est la date du référendum. Ils ne veulent pas en entendre parler. Sinon, de quoi voulez-vous qu'ils discutent? Il faut qu'ils discutent. La solution, c'est quoi? Le référendum, on ne sait pas. Bon, évidemment, chacun peut imaginer ce qu'il veut, mais le référendum, ça peut être aussi en faveur du Maroc, on ne sait pas. Mais les Marocains, eux, savent qu'ils le perdent. Et donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais il faut aller... consultons les Sahraouis, parce que ça, c'est indépassable. Il faut consulter le peuple sahraoui. Oui. Le Maroc n'a pas de brevet d'exception et il doit respecter le droit international. Ça, c'est sur le papier. Un mot encore, parce que je voudrais poser une dernière question par rapport au Sahara occidental. Oui, juste un mot. Il m'arrive souvent, lorsque j'interviens sur Canal Algérie, de parler de la nécessité de reconstruire l'espace nord-africain. Aujourd'hui, le Maroc, par son entêtement, est un obstacle à la reconstruction ou à la construction de l'espace nord-africain. Et en réalité, le principal danger aujourd'hui qui pèse, ou l'instabilité qui règne dans cette région, elle est due à cet entêtement. Même du temps de l'UMA, c'est le pays qui a le moins ratifié de texte. Oui. Donc il n'est même pas dans une logique d'intégration. Donc c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Alors, non seulement il est un danger pour les Sahraouis, il est aussi un facteur d'instabilité pour tout l'espace nord-africain. Tout à fait. Alors, il véhicule le discours inverse. Nos amis américains aujourd'hui nous disent qu'il faut aller discuter avec les Marocains. Nous, on veut bien aller discuter avec les Marocains, mais pas du problème israélo-occidental. Ce n'est pas notre affaire. On peut discuter avec les Marocains de la sécurité qui est entre les deux pays, de la drogue, des produits de première nécessité, de la circulation des biens et des personnes, mais pas du Sahara occidental. Eux, ils veulent absolument tromper leur monde que si l'Algérie vient discuter avec nous, c'est du Sahara occidental. Pas du tout. Je voudrais poser une dernière question à Dr Ayachi à propos. Plutôt, elle concerne le secteur économique parce que cette colonisation, elle est économique. Bien sûr, vous avez avant raison. tout. Et c'est pour ça que ces intérêts, des intérêts économiques. Voilà, et c'est pour ça que ce conflit constitue un casse-tête aujourd'hui pour le droit international, alors qu'il est assez clair, il est assez évident de le régler. Selon un article de la BBC datant du 31 mai dernier, le nombre de visiteurs au Sahara occidental contrôlés par le Maroc a augmenté de plus de 50%. Ils sont passés de 490 297 en 2019 à 743 133 visiteurs en 2025. L'essor est alimenté par l'expansion des liaisons aériennes. Les sites aussi de voyage proposent la destination du Sahara occidental sous des slogans ou des étiquettes trompeuses et annexent complètement. Et ça c'est puni en principe par certaines conventions. Sauf qu'il y a c'est toute la stratégie du Makhzen. C'est ça. La stratégie Mais du ça, Makhzen, ce sont les pays complices, c'est la Dr politique du fait accompli. Ça, c'est les pays complices qui font ça. Parce que les sites dont je parle et les liaisons aériennes qui sont assurées par des compagnies étrangères, notre ami européennes le en roi, particulier. il faut le protéger, il faut l'aider. Oui. Donc, il y a cette stratégie d'abord du Makhzen sur le conseil de ses amis français sionistes, de s'incruster au Sahara occidental, de s'implanter, de se développer avec l'argent des Turcs. Et puis, il fait quoi? Il joue le rôle de ce qu'on appelle une entité comprador. C'est-à-dire, il fait l'intermédiaire entre ceux qui exploitent et ceux qui exportent. Et lui, il prend au passage des royalties. Que ce soit
uniquement pour le phosphate parce qu'il avait racheté la société aux Espagnols, mais tout le reste, les investissements actuels ne profitent pas à l'économie marocaine elle-même. Oui. Il y a des trucs. Et on voit d'ailleurs, par ailleurs, à notre sujet, la sionisation du Maroc par l'entité sioniste dans beaucoup d'espaces, etc. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de dire, rappelez-vous l'histoire des consulats. Les consulats fantômes qu'on a ouverts pour dire regardez, c'est une reconnaissance internationale. Rappelez-vous les cycles des conférences qui étaient organisés à Dakhla. Parce que de grandes sommités venaient d'une conférence, parce qu'il y avait un chèque à la clé, parce qu'il y avait un séjour paradisiaque pour ces gens-là. Ils y allaient. Et on continue de faire croire que maintenant, c'est trop tard. Le Maroc est installé. Le Maroc, c'est chez lui, comme il appelle lui, la province du Sud. Les provinces du Sud. Non! La politique du fait accompli ne paye pas. Elle paye parce qu'il y a des protecteurs de cette politique du fait accompli. Comme cela se passe en Palestine. Regardez ce qui se passe en Palestine. La Cisjordanie, maintenant, qui est quasiment colonisée par les colons israéliens. Et donc, c'est cette politique-là qu'il faut dénoncer, mais surtout qu'il faut refuser d'admettre parce qu'elle va à l'encontre des droits des peuples. Docteur Ayachi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va remercier Samy. On retrouve la semaine prochaine. Je vous le disais, en début d'émission, l'unité de traitement de Garage Billet, on en parle ce soir, elle est en phase finale d'exécution avant sa mise en exploitation imminente. Je vous propose de regarder ce sujet de Amira Sefta et on revient pour le débat. À Garage Billet, l'un des plus importants projets miniers du pays franchit une étape décisive. L'unité de traitement primaire du minerai de fer approche de son entrée en service, avec un taux d'avancement dépassant les 95%. Une progression constatée par les autorités lors du lancement des premiers essais techniques de l'installation. Les travaux ont dépassé les 95%. Le minerai passe par les étapes de concassage, de broyage, puis de séparation magnétique, avant d'être orienté vers la zone de chargement et d'expédition. Les essais mécaniques et électriques sont quasiment achevés. Il ne reste que quelques équipements à réceptionner pour finaliser l'ensemble des tests. Dans la région, ce projet suscite de nombreux espoirs. Les habitants y voient le moteur d'une nouvelle dynamique économique portée notamment par la création d'emplois. Les premiers essais sont concluants. Cette région, autrefois isolée, est aujourd'hui en pleine transformation. C'est en somme un rêve devenu réalité grâce aux efforts déployés par l'État. Cette usine est une immense fierté. Ce qui paraissait hier comme un simple projet est devenu une réalité concrète. Un projet structurant qui illustre la volonté de l'État de bâtir une industrie minière performante et durable, au service de la diversification de l'économie nationale. Voilà donc pour ce sujet d'Amira Sefta, on est rejoint par notre invité, notre deuxième invité ce soir, M. Kamel Mohamedi, professeur à l'université de Boumerdès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes rejoints par notre consultant en économie. Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Monsieur Mahfoud Kaoui, bonsoir. Bonsoir, Madame Bacha. Bonsoir, nos invités, les spectateurs. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Monsieur Mohamedi. Je le disais, cette unité de traitement primaire du minerai de fer de la mine de Garage Billet a dépassé les 95%. Sa mise en exploitation stratégique est imminente. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain pour les néophytes comme nous? Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Bien sûr, moi je pense que c'est le premier jalon, si vous voulez, de toutes les unités de traitement qui vont se mettre en place, aussi bien situées donc à Garage Billet, Tindouf, mais à Bachar, ensuite à Batewa, puisque c'est pratiquement la finalité du minerai, donc qui devrait, pour bien sûr être en conformité avec les normes de l'acier sidérurgique. Donc on doit terminer, si vous voulez, finir un peu le traitement de telle façon à ce qu'il puisse être utilisé, bien sûr, dans les diverses industries, comme l'industrie automobile,
qui, entre parenthèses, va permettre d'ailleurs d'améliorer le taux d'intégration qui est demandé pour les constructeurs automobiles, par exemple, dans la région d'Oran. Et ça, c'est une des contributions par rapport, bien sûr, à l'industrie, on va dire, nationale. Ensuite, il y a aussi, comme vision un petit peu lointaine, c'est de pouvoir, effectivement, après les traitements, pouvoir, bien sûr, avoir un coût, bien sûr, économique. Oui, ça, on va y revenir. Sur la question de la rentabilité de ce projet, elle se situe à plusieurs niveaux, notamment dans le transport, par exemple. Tout à fait. On va en reparler, mais quelle est la prochaine étape? Donc, après la mise en service de cette unité de traitement, on va un peu, ce que vous dites, c'est se faire normaliser, c'est bien ça, standardiser peut-être? Si vous voulez, cette unité de traitement, c'est la première des 6 qui vont se faire à Tindouf. Ensuite, il y a l'autre partie de traitement qui va avoir lieu dans le site de Toumiat, donc à Béchar. Et donc la finalité, c'est quoi? C'est de l'amener au niveau de pouvoir concentrer donc, ce minerai. Parce que ce minerai, bien sûr, on sait qu'il tourne autour de, on va dire, des 57% en termes de teneur en fer. Donc, si vous regardez, par exemple... C'est important. Ce taux est important. C'est important, mais dans les gisements mondiaux, par exemple, si on compare, par exemple, ce taux par rapport à ce qu'on a, par exemple, à Zouérat en Mauritanie ou bien en Guinée, là, vous retrouvez quand même des taux qui s'approchent c'est au-delà des 60%, ce qui en fait en termes de rentabilité, en termes de... parce que quand vous transportez, bien sûr, quand vous transportez du minerai, autant transporter du minerai à forte teneur. C'est pour ça que cette unité de Tindouf est très importante parce qu'elle va pouvoir, si vous voulez, concentrer, mais avec, on va dire, des moyens mécaniques, physiques. Il n'y a pas de chimique à l'intérieur. Donc le chimique, c'est dans d'autres unités de traitement. Ça va se passer à Béchar, ça va se passer aussi du côté de Betiwa par les grands sidérurgistes. Tossiali, par exemple. C'est là où doit atterrir cet acier qui sera donc traité. Ce minerai de fer. Ce minerai de fer, qui va devenir acier. Qui va devenir acier, évidemment. Monsieur Kaoubi, on n'a peut-être pas assez parlé des investissements massifs qui entourent tout ce projet. Peut-être en finalité, on a parlé de peut-être jusqu'à 15 milliards de dollars, c'est bien ça, qui sont déboursés pour ces unités de traitement, pour la ligne ferroviaire. Rien que pour cette unité de traitement, on parle de mise en... Pardonnez-moi, des premiers tests évidemment, mais qui ont été faits après la mise sous tension de cette unité, la phase de montage. Il y a beaucoup d'investissement autour. Oui, c'est de l'investissement industriel lourd, il faut le rappeler, qui comprend aussi bien des investissements en infrastructure que des investissements directs en matière de réalisation d'unités industrielles. Donc le premier traitement par rapport au projet qui a été présenté dans le VTR, c'est un traitement qui est axé sur le nettoyage principalement. C'est le traitement de base, c'est bien ça? Bien sûr. Parce que, primaire. Voilà, donc ça permet de réduire des volumes qui seront transportés, sachant que le transport est un élément de coût assez important. Déterminant. Réduire. Le process technique passe par plusieurs étapes. La première étape est l'extraction. La deuxième est le nettoyage. Le troisième, on rentre dans le traitement chimique, la transformation pour être acheminé donc, vers la partie nord du pays où d'autres traitements vont être pris en charge pour que le minerai soit transformé dans sa forme définitive et destiné aux autres opérations d'industrialisation, que ce soit ici, que ce soit par rapport à l'exportation à l'étranger. On va revenir justement sur le secteur industriel. Zine Cherfaoui, vous suivez aussi un petit peu l'évolution de ce géant minier. On parle d'une production de plus de 4 millions de tonnes de minerai de fer en cours à Garage Billet, lesquels seront acheminés, on disait, vers l'usine de Béchar pour traitement, afin, on disait encore, de rendre ce minerai exploitable dans une première phase et le combinant donc avec la matière importée, les unités du complexe Tossiali. C'est à ce moment-là que l'acier donc sera exportable, parce que nous, finalement, le but final, est-ce que c'est beaucoup plus pour nos industries lourdes ou est-ce qu'on mise beaucoup plus sur l'exportation?
Les deux. Les deux. Les deux. Tout à l'heure, vous parliez de transformation. En fait, l'enjeu est là. Oui. Il faut transformer. On ne peut pas se contenter d'exporter uniquement du minerai de fer parce que le minerai de fer ne rapporte pas beaucoup. 80, 120 $, alors que si vous transformez, vous gagnez déjà, vous êtes à entre 500 et 900 $ la tonne d'acier. C'est encore plus intéressant. Et lorsque vous produisez des aciers spéciaux, vous pouvez aller même jusqu'à 4000 $. Donc l'enjeu, c'est maintenant d'aller très très vite dans la construction de ces unités de transformation, à la fois pour alimenter le marché local, parce qu'on a une ambition de mettre en place une industrie automobile, et pas que l'automobile d'ailleurs, et puis l'enjeu, c'est aussi d'exporter. Et là, c'est là où l'Algérie devient intéressante. Pourquoi elle devient intéressante? Parce que vous avez deuxième, troisième plus grand gisement de fer au monde. Deuxième, non? Ça dépend. Un peu plus. En Afrique, par exemple, vous avez le gisement de Guinée, qui est le plus important. Ensuite, il y a les gisements au Brésil, en Australie. Mais dans le monde? On peut être quatrième, cinquième. Voilà. Donc vous avez. Des articles. On n'est pas loin des 4 milliards de tonnes de minerai de fer. Hein, donc c'est un potentiel quand même qui est assez important, qui peut produire 1 milliard de tonnes d'acier. Alors vous avez à peu près jusqu'à 1 milliard 700 000, non? C'est quand même pas mal. Ouais, alors 2 milliards. Il y a du boulot pour 80 ans. Ah oui. Entre 50 et 80 ans. Oui. C'est pour vous dire que toute la dynamique économique que cela peut entraîner. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est... Alors, jusqu'à il y a quelque temps, la mine de Rajbilat était un actif dormant. Plus grand gisement de fer, dans l'absolu, comme ça. Il y a eu des tentatives de l'exploiter, mais finalement... Oui, des petites tentatives, mais ça n'a pas marché. abouti. Qu'est-ce qui a rendu ce gisement intéressant? C'est la ligne de chemin de fer. C'est près de 1000 km de rail. C'est extrêmement important. Oui. Je n'exagère pas, mais c'est probablement la principale réalisation de ces 20-30 dernières années. C'est vrai que il faudra rentabiliser, il faudra ceci et cela. Les gens qui font les comptes, des fois ils considèrent que c'est un peu cher, qu'il faudra du temps pour rentabiliser. Mais cette ligne de chemin de fer a réveillé un actif immense qui était dormant, on en parlait, mais on ne pouvait pas s'en servir, qui va faire de vous... Alors, vous aviez les hydrocarbures constituaient un pilier de puissance. Aujourd'hui, l'industrie minière va permettre à l'Algérie d'avoir un autre pilier de puissance. Donc, vous avez mine, vous acheminez à travers 1000 km de chemin de fer votre minerai, vous le transformez, et là où ça devient intéressant, c'est que le port d'Oran est à 2 jours de navigation de l'Europe, qui est un grand consommateur d'acier. Alors que jusque-là, on le faisait venir de l'Australie, du Brésil, etc. Il a tout à gagner, évidemment, à importer de l'acier algérien. C'est bien ça, Tout à fait. D'autant plus que si on regarde un petit peu en termes de géopolitique, je veux dire, si vous regardez le canal de Suez, avec tous les problèmes de blocage, et toute la distance parcourue pour acheminer ce minerai ou bien cet acier, on pouvait avoir un bilan carbone. Là, vous rentrez un peu dans les contraintes climatiques qui va être exagérée, donc qui ne va pas être acceptable par rapport par exemple, à l'Union européenne, qui a déclaré la CBAM. C'est un critère déterminant. Tout à fait. Depuis le début de l'année, la CBAM s'est mise en place. Donc l'Algérie, de par sa proximité, de par aussi, je ne sais pas si on en parlera plus tard, par rapport à l'acier vert, nous avons tout ce qu'il faut en termes de capacité énergie renouvelable qui a été installée. Oui. Donc aussi bien à Tindouf avec en photovoltaïque, essentiellement. En photovoltaïque, à Béchar, et ça, combiné donc avec le potentiel solaire, combiné avec la ligne ferroviaire. Donc vous allez pratiquement avoir une chaîne de valeur acier qui est, on va dire, qui peut être décarbonée très facilement. D'autant plus que on parle même à l'extraction, l'utilisation d'explosifs par l'ONEX par exemple, qui va utiliser des explosifs à base d'hydrogène par exemple, qui va faire en sorte que non seulement on va réduire les émissions
l'extraction. Et en plus, on ne va pas utiliser de combustibles fossiles, puisque les explosifs actuels utilisent ces combustibles qui vont se retrouver en fait dans les nappes, lorsque vous avez terminé le travail, je veux dire, pour pouvoir avoir si vous voulez, du minerai qui est transportable. Et l'utilisation en plus de ces explosifs verts permet d'avoir une taille, si vous voulez, qui va faire en sorte que l'unité, par exemple, de Tindouf, qui va faire le concassage, qui va faire le tri, etc., va utiliser moins d'énergie parce que la grandeur, si vous voulez, de ces gravats est telle que elle va être broyée plus facilement, si vous voulez. Oui. Donc c'est toute une chaîne. Toute une chaîne de valeur, justement pour rendre ce fer et aussi rentable. Parce que j'aimerais revenir sur cette question de rentabilité. Ce chemin de fer va permettre donc le transport à moindre coût, évidemment. Comment ça a été conçu pour que le transport rentre dans cette logique de rentabilité de ce minerai? Bien sûr, il n'y a pas mieux que le rail pour transporter. Vous prenez Zouérat, par exemple, Mauritanie, c'est un train qui fait, je ne sais pas, peut-être 700 km. Vous prenez le site en Guinée, par exemple, c'est pratiquement 600 km de voie ferrée. Mais le gisement de Garage Billet a d'autres, si vous voulez, on va dire, avantages, qui fait qu'il est concurrentiel, même s'il a une teneur en phosphore, en fait, qui ne répond pas, en fait, aux critères sidérurgiques. C'est pour cela que vous allez avoir les unités de traitement qui vont être à Tindouf, pour le broyage, enfin tout ce qui est mécanique ou physique. Et ensuite, à Béchar, vous allez avoir, avec les consortiums chinois, vous allez avoir pratiquement l'un des plus grands constructeurs d'unités métallurgiques au monde, qui est là-bas, avec la société chinoise des pétroles qui va s'occuper de la déphosphorisation. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, vous allez avoir à Btewa, lorsqu'il va arriver là-bas, il va arriver avec des teneurs, on va dire, de l'ordre de 0,03, ce qui se rapproche des normes des standards qui sont acceptés. De l'acier utilisé en sidérurgie. Oui, mais seulement là, je crois qu'on extrait 2 millions de tonnes, on prévoit d'extraire 2 millions de tonnes par année. Bon, après, il ne faut pas s'en contenter. L'idéal, c'est d'aller très vite vers les 20 millions, 30 millions de tonnes par an pour pouvoir commencer à... Là, c'est un début. C'est dans un premier temps. Oui, mais il faut aller très vite vers les 20 millions de tonnes. Oui. De toute façon, toutes les unités qui vont être mises en place, par exemple, vous prenez celle de Tindouf qui est à 95%, vous allez avoir 6 autres qui vont venir. Et à la fin, en fait, l'objectif, c'est d'aller peut-être vers les 40 millions de tonnes ou plus. D'ici quelle année précisément? Est-ce qu'il y a un délai Peut-être 2028. C'est quand même un délai relativement court. Alors, juste, je reviens sur cette question, encore une fois, de rentabilité. Si le cours du fer était en 2024 de l'ordre de 100 € la tonne, chez nous, on peut espérer à combien on pourrait donc vendre? Justement, l'idée qui fait que ce projet, ce méga projet, si vous voulez, de Garage Billet, est plus intéressant que ce qui se passe à Zouérat ou bien en Guinée, c'est qu'en Guinée, on exporte du minerai de fer. Directement. Il n'y a pas ce processus de transformation. Non. Donc dans la région, nous serons les seuls à transformer. Les seuls, pratiquement. Vous avez pratiquement les Australiens. Bien sûr qu'ils ne vont pas être contents parce qu'on va leur faire de la concurrence. C'est vrai qu'ils sont, par exemple en Algérie, ils investissent dans d'autres minerais, mais disons pour l'acier, c'est plutôt les Chinois, c'est les Turcs, c'est les Italiens qui vont mettre une unité aussi à Béchar pour faire des pellets, donc du concentré des minerais de fer. Donc nous, si vous voulez, on ne va pas exporter du minerai comme ça. Je veux dire, on va exporter on exporte déjà des pellets, mais en utilisant du minerai qui est importé. Mais nous, l'idée, c'est de l'utiliser d'abord et de le transformer localement, de fabriquer des biens, donc que ce soit des voitures, peut-être de l'industrie navale, des poutres, etc., qui vont faire des rails, parce que l'ambition de tout ce réseau ferroviaire, c'est que demain, cette ligne Alger, par exemple, Tamanrasset, puisse aller à Cape Town, que la ligne Alger-Tindouf, par exemple, puisse aller à Nouadhibou, ensuite prendre toute la côte ouest, etc. Un réseau africain, donc. Un réseau africain, parce que le marché est là-bas aussi. Notre marché, il se trouve aussi bien en Afrique
qu'en Europe. En Europe, si on prend en compte ce qui est fait en termes d'énergie renouvelable, en termes de production peut-être d'hydrogène vert, nous avons des projets qui commencent à se mettre en place avec le partenariat donc algéro-allemand. D'ailleurs, c'est là où l'Algérie a réussi un petit peu cette diplomatie, on va dire, industrielle, dans le sens où pratiquement l'Allemagne s'occupe de la partie énergie propre, énergie renouvelable. Vous avez pratiquement les Chinois qui s'occupent des infrastructures et aussi de l'accélération, je veux dire, de la mise en place de ces corridors ferrés. Vous avez l'Italie qui se met en place aussi, la Turquie, vous avez l'Indonésie qui est intéressée. Donc il y a, en termes d'IDE, je veux dire, c'est un projet qui attire. Alors, c'est exactement la question que je voulais poser à Mahfoud Kaoubi. Justement, on parle d'un potentiel aussi de création d'emplois assez important autour de ce projet minier. Zine Cherfaoui a évoqué le fait qu'il soit un deuxième pilier de l'économie nationale après les hydrocarbures. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Et comme vient de le dire professeur Mohamdi, il y a donc cet attrait pour ce projet minier et ces entreprises internationales, ces entreprises étrangères qui viennent se greffer donc, à ce géant minier. Ce qui est certain, c'est que le projet est économiquement très viable. Il est rentable aussi. Il s'inscrit dans une architecture d'ensemble que les pouvoirs publics ont mis en matière de développement. Donc l'industrie extractive est le premier secteur par excellence qui a été mis en évidence, choisi, préféré par les pouvoirs publics, tout simplement pour deux raisons. On dispose de potentiel énorme, souterrain, qu'il faut capitaliser. Il faut le transformer en capital. Deuxièmement, en capitalisant ce patrimoine, aussi bien par rapport à l'exportation, parce que ça nous permettra de disposer de financements qui peuvent être injectés dans le programme d'industrialisation, mais aussi ça nous permet d'avoir de la disponibilité d'intrants pour des industries importantes. La sidérurgie, la métallurgie, la mécanique sont, comme on parle d'industrie d'extraction de manière générale, c'est aussi pour la pétrochimie, pour les engrais. Donc ce sont les secteurs préférentiels qui disposent et qui jouissent d'une attention particulière de l'État. Et cette attention particulière se traduit par des financements mobilisés par le Trésor public pour réaliser ce processus de transformation. La rentabilité d'un projet ne peut pas être analysée uniquement par rapport au très court terme, notamment pour les projets structurants. Parce que la rentabilité, en fin du compte, c'est quoi? On rapproche les flux sortants, donc les dépenses, au début du projet, par rapport aux flux rentrants qui viennent à partir des rentrées, des ventes, etc., en matière de projet. Et imputer la réalisation de la voie ferrée au projet, comme si c'était un élément du projet industriel, fausse carrément le débat. Donc, première précaution. Deuxième précaution, c'est que pour les projets structurants, la rentabilité est lente. La rentabilité directe est lente parce qu'on amortit un projet sur 15 ans, sur 20 ans. C'est pour ça que cette question de monter en cadence de 1 million, de 2 millions de tonnes par année, sur des capacités de 20 millions, 30 millions, ne devrait pas être un souci pressant, parce qu'on est sur un projet industriel qui a ses contraintes et qui doit être mûri dans le temps. C'est vrai qu'il y a des défis à prendre, et les logiques rentières qui essayent de prioriser ou d'avantager des logiques de rentabilité à très court terme par rapport à des projets industriels qui s'inscrivent dans une logique de pénétration de marché africain, qui s'inscrivent dans une logique de captation d'investissements étrangers, par rapport à une valorisation du patrimoine national. C'est comme ça qu'on apprécie la rentabilité d'un tel projet. Donc, le plus important, c'est de relever le défi, c'est de maintenir l'agenda en matière de réalisation d'unités industrielles qui permettent, Zine le disait tout à l'heure, qui permettent justement de favoriser la transformation, l'intégration
et la création de valeur ajoutée. Donc, c'est le choix des pouvoirs publics. D'ailleurs, le président de la République là, a maintes fois repris, a insisté sur la chose, que pour tout notre potentiel matière première, la priorité, c'est la transformation, c'est l'intégration, c'est la valeur ajoutée. On le vérifie dans le domaine de la pétrochimie, dans le domaine du gaz et du pétrole, et on le retrouve aussi dans le domaine du fer. Une dernière question pour vous, monsieur professeur Mohamdi. Ce projet est véritablement un projet aussi qui concrétise ou consacre plutôt la souveraineté économique, l'intégration aussi économique, une économie plus intégrée. C'est ce qu'il incarne aujourd'hui, ce projet minier, selon vous? Tout à fait. C'est-à-dire quand on regarde ce projet, effectivement, on peut le lier, si vous voulez, à d'autres projets qui sont en cours, hein, y compris, vous savez, les projets agricoles qui sont dans le sud-ouest, etc. Parce que cette déphosphorisation, par exemple, du minerai, qui va être opérée par une joint venture chinoise-algérienne, en majorité algérienne, donc elle va dégager du phosphore, et ce phosphore-là qui va être traité va servir tout simplement d'engrais. C'est vrai qu'il ne sera pas de la même qualité comme l'engrais qui est dans l'autre méga projet donc, du côté de Tébessa, mais il peut apporter déjà, vous allez dégager, valoriser déjà un déchet par exemple. Exact. Donc c'est un projet en fait qui est lié au programme d'énergie renouvelable. Si vous voyez le nombre de centrales, y compris celle de Tindouf qui fait pratiquement dans les 200 MW, ce qui est peut-être la plus grande centrale photovoltaïque en Algérie, plus les autres centrales. Donc vous êtes pratiquement sur une trajectoire verte, une trajectoire en plus circulaire parce que vous recirculez les déchets, vous recirculez l'eau. Par exemple, pour Tindouf, la première unité, bien sûr, on a utilisé des procédés qui sont à sec, hein, parce que la région est une zone aride. Par contre, à Béchar, on va utiliser de l'eau qui va être recyclée. Donc, pratiquement à 80... Tout est prévu, en fait, pour rendre ce projet viable, rentable, économiquement... économiquement respectable par rapport à... éco-responsable, parce que vous créez de l'emploi, et c'est de l'emploi pratiquement qui est vert. Vous respectez l'environnement parce que vous avez zéro rejet, pratiquement dans le projet. Oui. Et on n'a pas parlé de l'emploi d'ailleurs, hein. Il y a un potentiel d'au moins 15 à 20 000 emplois directs dans un premier temps. Après. C'est ce qui est, en tous les cas, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est recherché, en tout cas. Ouais. En emploi direct. Hein, je parlais d'emploi. Sans compter la symbiose, je veux dire, vous êtes sur une vision africaine, par exemple. Je veux dire, des projets comme ça. Demain, si on relie Zouerat, par exemple, à Béchar ou à Tindouf, on peut récupérer du minerai. Parce que pratiquement en Afrique, encore une fois, c'est le seul projet qui parle de transformation. Sachant que le marché mondial est saturé. Je veux dire, en termes de minerais, vous avez pratiquement la Chine qui est le grand consommateur. Les grands exportateurs, vous avez l'Australie et le Brésil. Donc, ils ont pratiquement inondé en minerais, je veux dire. Hein. Donc, vous n'allez pas vendre du minerai, vous allez vendre pratiquement des produits finis, vous allez vendre de l'acier. Donc, à ce moment-là, vous réalisez les plus-values chez vous. Donc, c'est une autre vision. Et je disais qu'on peut se connecter à Zouerat, par exemple, en Mauritanie, et faire du blending dans un premier temps. Parce que ces unités de traitement ne vont pas commencer, je veux dire, cette année. Je veux dire, il faut du temps pour les mettre en place. Oui. Et donc, en attendant, je veux dire, du côté de Btewa, par exemple, on fait du blending, c'est-à-dire on prend des minerais qui ont des taux de phosphore qui sont très, très faibles, on les mélange, et à ce moment-là, vous pouvez mélanger donc le minerai de Garage Bilet avec le minerai donc, qui est importé, dans un premier temps, le temps que vos installations de traitement chimiques, métallurgiques, etc., soient prêtes. Et donc à ce moment-là, donc, vous allez produire... Et on pourrait même envisager peut-être faire de la transformation pour un pays comme la Mauritanie. Tout à fait. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est le rail peut-être. C'est le rail qui va peut-être tout faire relier. Je vous remercie, Kamel Mohamdi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Boumerdès. Et je vous disais donc, on va passer à la troisième thématique de l'émission. On va rapidement parler de cette mue de l'API, quatrième
thématique d'ailleurs, avec un nouveau conseil d'administration installé cette semaine par le Premier ministre, plus représentatif, en tout cas des secteurs concernés par l'investissement. Il constitue M. Kaoubi, voilà, le Premier ministre qui a inauguré cette mise en place ou cette installation du conseil d'administration. M. Kaoubi, c'est un peu la deuxième modernisation ou transformation des mécanismes de l'API. C'est une mue qui prend place petit à petit. C'est quoi l'étape suivante selon vous ? Il faut souligner que ce décret ou les décrets du mois d'avril 2026 sont venus apporter certains ajustements pour rendre plus efficace, plus adapté, plus rapide le traitement des demandes d'investissement. 20 000 demandes d'investissement qui sont enregistrées et sur lesquelles le président de la République accorde une importance particulière pour que on ne se limite pas à l'enregistrement, mais qu'on aille vers une concrétisation du maximum de ces projets. Donc c'est pour ça que les ajustements opérés ont concerné un élargissement des prérogatives de l'API, notamment... Des agents de l'API au niveau du guichet unique. Oui, de l'API dans la prise en charge de certains éléments de l'investissement, notamment le foncier industriel. C'est pour ça qu'on a eu donc un conseil d'administration élargi, d'une part, en introduisant les différents secteurs d'activité. C'était pas le cas avant. C'était pas le cas. C'est quand même un peu aberrant. 2022, donc la composante du conseil d'administration n'était pas aussi élargie. Et donc les réunions du conseil d'administration, le conseil d'administration nouvelle version se réunit une fois chaque mois. Au moins 12 fois par an, alors qu'antérieurement c'était une réunion. Donc le conseil d'administration, ancienne version, ses prérogatives étaient limitées au budget et au plan annuel de l'activité de l'API. Donc, ce qui était classique. On peut dire qu'ils ne suivaient pas du tout un rythme oui, parce que par rapport à ce qui était escompté, en tout cas. Traditionnellement, c'était les attributions d'un conseil d'administration. Actuellement, nouvelle version, c'est d'autres administrations qui ont un aspect beaucoup plus fonctionnement. Gestionnel. Voilà. Donc, on s'adapte. Un des problèmes évoqués par les investisseurs, c'est le foncier. En termes de disponibilité, en matière d'attribution. Le conseil d'administration a cette obligation d'attribuer, donc de prendre en considération les demandes des investisseurs et deuxièmement de créer donc une harmonie entre les secteurs qu'on veut développer, les régions qu'on veut développer et la demande disponible. En quelque sorte, il pallie à cette absence de plan de développement que je soulève souvent, de plan national de développement et le plan local. Donc on a vu que cette modification prend en quelque sorte en charge cette carence en attendant à ce que les mécanismes relatifs à la mise en place d'un véritable plan national et des plans de développement locaux qui sont par ailleurs pris en charge. Donc c'est une nouvelle façon ou un nouveau mode de gouvernance économique qui est un peu implanté, installé au niveau de l'API, une nouvelle approche. Oui, c'est une approche hybride. On est d'une part sur du pouvoir public, sur l'administration, mais on est aussi sur ces besoins d'efficacité, de rapidité, etc., qui sont propres aux logiques purement économiques. Et deuxièmement, parce qu'on doit le signaler, les modifications ont porté sur le guichet unique, d'accord, pour rendre ce concept une réalité et non pas des dispositions qu'on retrouve dans les textes et qui ne sont pas traduites dans le terrain, dans la mesure où les attributions, les prérogatives et les pouvoirs qui ont été donnés aux représentants des administrations au niveau du guichet unique entraient
à la délégation de signature. Donc on a rajouté quelques administrations qui n'étaient pas présentes. On l'a évoqué l'année dernière et cette année, heureusement, les choses sont prises en charge actuellement. La protection civile, par exemple, elle n'était pas présente dans le guichet unique, alors que son rôle est déterminant dans l'attribution du permis de construction, par exemple. Ah oui. Voilà. Donc il faut l'accord de la protection bien civile. sûr, parce que les établissements sont classés, il y a des règles de sécurité qui sont indispensables. Oui. Donc les établissements classés, que ce soit industriel, que ce soit dans le domaine de réalisation immobilière, requiert un avis important qui est celui de la protection civile. Alors, Zine, est-ce que vous voyez dans toutes ces transformations, on a parlé de l'API, on a souvent parlé aussi du nouveau code de l'investissement, des signaux vraiment positifs pour, je le disais, une plus grande attractivité pour notre économie, ou est-ce qu'il faut encore engager d'autres réformes et d'autres transformations? Oui. Alors, j'en parlerai pas aussi bien que Mahfoud Kaoubi, mais en tout cas, il me semble que le passage de l'ANDI à l'API marque un changement de philosophie. Alors, l'ANDI, c'est l'État contrôleur, c'est l'administration qui a la haute main sur l'investissement en Algérie. Avec l'API, il me semble que les choses commencent à changer. Alors, on passe de l'État contrôleur à l'État facilitateur et à l'État qui fait la promotion de la destination Algérie. Oui. Destination économique. Destination économique. Oui. Et l'API est aussi chargé d'attirer les investissements, de faire la promotion donc, de la destination, mais en même temps d'attirer les IDE. C'est extrêmement important. Donc, changement de philosophie. Je me suis amusé un petit peu avant de venir, en préparant l'émission. Je me suis amusé à comparer un peu cette nouvelle structure avec des structures existantes dans le monde. On trouve un système un petit peu analogue en Turquie. Beaucoup de similitudes, à l'exception près que l'API est sous l'égide du Premier ministre, Sefer Riyeb, alors qu'en Turquie, c'est sous l'égide du président de la République directement. C'est pour vous dire l'importance que ce pays accorde à l'investissement. Donc voilà, mais sinon, il y a beaucoup de similitudes. Il y a aussi le même intérêt en Algérie. Il y a eu, par exemple, plusieurs membres du gouvernement qui étaient présents lors de l'installation du conseil d'administration aux côtés du Premier ministre. Alors en Turquie, par exemple, c'est le cas aussi du Vietnam, c'est le cas du Rwanda, par exemple, leur API à eux revêt un caractère stratégique. C'est aussi simple que ça. Oui. Et les gens se plient en quatre pour attirer les investisseurs. C'est aussi simple que ça. Avant, là, avec l'API, on a l'impression que l'État prend réellement conscience de l'importance le temps de l'investisseur. Le temps de l'homme d'affaires n'est pas le temps de l'administration. Lorsque vous faites attendre quelqu'un une semaine, 2 semaines, c'est simple, il change de direction. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsque vous le faites attendre, il perd de l'argent. Et les hommes d'affaires n'aiment pas perdre de l'argent, ils aiment en gagner. Donc l'idée, c'est de leur en faire gagner. Et donc ça, c'est... Rapidement, il nous reste 4 minutes. 4 minutes, ça va extrêmement vite. Mais en tout cas, l'idée maintenant, c'est que ce nouveau système, ce nouveau dispositif, il va falloir maintenant le confronter à la réalité. Ouais. En Turquie, attend de voir, justement. En Turquie, il faut 3 à 4 semaines pour commencer à produire. Justement, c'est ça, c'est un peu... Le cœur de toute cette stratégie, c'est les délais de traitement, c'est l'attente. Est-ce que ces hommes d'affaires, comme le dit... parce qu'il y a le projet de faire avancer, l'idée de faire avancer 21 000, ou de concrétiser carrément 21 000 projets d'investissement d'ici 2029 maximum. C'est ça, c'est l'objectif assigné par... Et donc, ce sera un test pour l'API. C'est un défi. C'est un défi, mais pour être objectif, il y a d'autres... centres sur lesquels il faut agir. Donc il faut augmenter de l'offre du foncier parce que le problème, effectivement, a trait à des lourdeurs et des lenteurs et des comportements irrationnels qui retardent la réalisation des investissements, mais en termes de foncier industriel, moi j'insisterai sur 2 éléments principaux. Un, l'augmentation de l'offre en matière de foncier industriel, en termes de quantité, et puis en termes de qualité. La viabilisation est un élément important parce que les statistiques de 2019 démontrent que des carences et des lacunes importantes sont
ont été enregistrés en matière de viabilisation, ce qui a impacté la réalisation des projets. Quand on dit viabilisation, c'est l'électrification, c'est l'assainissement, c'est les routes, l'accès à l'eau. Et c'est important. Et ça parce que les secteurs qui sont concernés ne sont pas... Parce que tout simplement, on a créé des zones de développement économique et des zones d'extension industrielle qui n'étaient pas viabilisées, donc qui ont énormément souffert de problèmes juridiques, de problèmes techniques, etc. Ouais. Les gens se retrouvaient avec des terrains sans que ces terrains ne soient viabilisés. Deuxièmement, il y a un élément important, je ne reviendrai pas assez, c'est la planification. Ouais. On a l'obligation de choisir et de mettre en place notre plan spatial de développement. On ne peut pas avancer tout azimut. D'ailleurs, le décret de 2026-153, il parle de validation entre l'API, le conseil d'administration et les OLI. Ça fait quand même, ça fera de la lourdeur, j'en suis certain. Par contre, si on disposait de plans de développement qui est conçu au préalable, ces décisions vont être prises systématiquement sans difficulté aucune, sans qu'il y ait de problème sur le terrain. Donc, travaillons sur la mise en œuvre du plan national et des plans locaux. Merci. Et la deuxième des choses qui est importante, augmentons de l'offre en matière de fonction industrielle. Vraiment un dernier mot, Zine, parce qu'il ne nous reste même pas une minute. Non, Mahfoud Kaoubi a parlé de planification. C'est juste pour signaler que la Banque mondiale invite maintenant les pays à faire dans la planification. La Banque mondiale, c'est pourtant une institution très libérale. C'est pour vous dire l'importance de... L'expérience turque est édifiante. Ils ont une très grande expérience en matière de planification qui a donné beaucoup de satisfaction. Donc, faisons dans les expériences positives. Et je pense que ça nous permettra non pas de travailler de manière séquentielle, mais de manière cohérente et en temps réel pour que le changement se fasse rapidement. Merci beaucoup, Mahfoud Kaoubi. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Zine Charfaoui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve également la semaine prochaine. Excellente suite des programmes. Au revoir.